On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler de la réforme du financement de l'apprentissage avec mon invité Audrey Galli, of Counsel au sein du cabinet Capstan. Audrey Galli, bonjour. Bonjour. On va décrypter ensemble la réforme du financement de l'apprentissage et ses conséquences pour les entreprises. Pour commencer, quels sont les grands principes applicables au financement de l'apprentissage ? Alors, s'agissant du financement de l'apprentissage, on a d'une part des contributions qui vont être demandées aux entreprises et d'autre part des financements qui vont permettre aux CFA, aux entreprises ainsi qu'aux apprentis eux-mêmes de bénéficier de certains dispositifs plus favorables que la réglementation habituelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail du fléchage entre les contributions et l'accompagnement apporté aux CFA, aux entreprises et aux apprentis parce que le fléchage est assez complexe et évolue dans le temps. Mais néanmoins, si on retrace les grands principes, nous avons d'une part la contribution à la formation professionnelle qui est une contribution qui est versée par l'ensemble des entreprises. C'est avant tout une contribution légale avec une distinction entre les entreprises de moins de 11 et d'au moins 11 salariés. Une contribution légale de 0,55% de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 et une contribution de 1% de la masse salariale pour les entreprises d'au moins 11 collaborateurs. C'est globalement une contribution qui va s'appliquer à l'ensemble des entreprises. Il y a certains cas d'exonération, mais qui sont très particuliers et qui n'ont pas vocation à s'appliquer à l'entreprise lambda. On a d'autre part une contribution spécifique à l'apprentissage qui s'appelle la taxe d'apprentissage, qui est appelée également sur la masse salariale à hauteur des 0,68%, qui s'applique aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'à certaines autres entreprises, mais essentiellement celles soumises à l'impôt sur les sociétés, et avec des dispositifs d'exonération spécifiques, notamment pour les petites entreprises ou celles qui vont faire des efforts particuliers en matière d'apprentissage et d'embauche d'apprentis. Cette taxe d'apprentissage, il faut savoir qu'elle est divisée en deux parties. Une partie qui est vraiment destinée, pour sa majeure partie, à hauteur de 0,59% au financement de l'apprentissage en tant que tel. En revanche, on a une toute petite portion de 0,09% qui, elle, vise à financer des formations initiales hors apprentissage. Et on a enfin une troisième contribution, qui est la contribution supplémentaire à l'apprentissage, qui ne vise que les entreprises d'au moins 250 salariés, et qui ne remplissent pas le quota de 5% d'apprentis. Et c'est au travers de ces différentes contributions qu'on va financer les CFA, qu'on va apporter des aides aux entreprises, à savoir l'aide unique et l'aide exceptionnelle en fonction de la taille de l'entreprise, et également permettre aux apprentis de bénéficier d'exonérations spécifiques au titre des cotisations salariales. Donc on vient de voir les différentes contributions et le financement donc de l'apprentissage. On va s'intéresser à la réforme du financement de l'apprentissage et tout d'abord au contexte de cette réforme. Pouvez-vous nous décrire le contexte de cette réforme et l'ambition de la réforme ? Alors, le contexte de cette réforme est avant tout financier, c'est-à-dire que l'apprentissage entre 2017 et 2024, c'est un dispositif qui a triplé. Donc, on a 3 fois plus d'apprentis que ce qu'on avait d'apprentis en 2017, par exemple. Alors, c'est notamment lié à la réforme de 2018, mais pas que. Et on s'est vite aperçu que finalement, les différentes contributions que je viens d'énumérer ne permettaient pas à elles seules de faire face aux besoins de financement tels que prévus par les dispositifs légaux et réglementaires. Donc, il fallait trouver d'autres ressources. Exactement. Alors, trouver d'autres sources ou diminuer les aides existantes. Et c'est notamment ce qu'on a pu voir au travers de la loi de finances pour 2025 ou au travers de la loi de financement de la sécurité sociale et des premiers décrets qui sont parus en février et mars dernier sur la réduction des aides. On a notamment eu la réduction de l'aide unique. L'aide unique, c'est un dispositif qui vise exclusivement les entreprises de moins de 250 salariés, avec une aide qui était à 6 000 euros sur un contrat pour la première année du contrat, diminué à 5 000 euros. Et on a également l'aide exceptionnelle qui, elle, concerne et les entreprises de moins de 250 et les entreprises de plus de 250 salariés, avec une aide qui, pour les entreprises de plus de 250 salariés, est réduite de 6 000 à 2 000 euros, ce qui est quand même assez significatif. On a également d'autres dispositifs issus des mêmes textes que ceux que je viens d'évoquer, qui concernent la rémunération des apprentis, là où on avait des exonérations sociales qui étaient favorables aux apprentis. Elles existent toujours, mais ont été considérablement réduites. Et pour prendre les 2 exemples les plus significatifs, la CSG-CRDS, qui n'était pas applicable aux apprentis, l'est aujourd'hui. Et donc, un apprenti, sur sa rémunération, va payer de la CSG-CRDS au-delà de son montant de rémunération correspondant à 50% du SMIC.
Et de la même manière, on avait une exonération de cotisation sociale salariale pour les apprentis jusqu'à 79% du SMIC et on l'a réduit à 50%. Donc ce sont les principales mesures qui ont été prises en début d'année, mais qui ne sont toujours pas suffisantes pour retrouver un équilibre entre les contributions et les besoins de financement. Et c'est pour ça que la réforme qui vient de passer avec les 2 nouveaux décrets de juin 2025 va encore plus loin. Pourquoi elles n'étaient pas suffisantes ? Elles n'étaient pas suffisantes parce que c'est un dispositif qui marche particulièrement bien, qui fonctionne particulièrement bien, avec des aides. Et pourquoi c'est un dispositif qui fonctionne bien ? Parce que justement, il y a des aides qui sont significatives. Et en fait, l'idée au travers de la réforme, c'est certes de revoir les financements pour retrouver un équilibre, mais aussi de mettre l'accent sur les dispositifs d'apprentissage et les formations et certifications qui vont répondre aux besoins du marché. Et on souhaitait aussi gagner en termes de lisibilité au travers de la réforme. Donc il y a certes un sujet financier, mais également un sujet de lisibilité et de priorisation en fait des formations. Alors au-delà de ces ajustements sur les aides, la réforme introduit des changements majeurs. Quels sont les principaux changements ? Alors les principaux changements, c'est tout d'abord une participation obligatoire des entreprises au financement des formations dispensées par les CFA. Jusqu'à présent, c'était exclusivement un financement par les OPCO, les opérateurs de compétences. Et aujourd'hui, on va demander aux entreprises de financer pour certaines typologies de certification à partir du niveau 5 de mémoire. On va leur demander de contribuer directement au financement de la formation. Dans quelle proportion ? À hauteur de 750 € pour un contrat d'apprentissage déterminé, sachant qu'il y a des dispositifs particuliers, notamment si c'est un employeur qui fait entre guillemets l'effort d'embaucher un apprenti qui a vu son précédent contrat d'apprentissage rompu, l'aide ne sera pas de 750 € mais de 200 €. Et de la même manière, lorsque le contrat d'apprentissage est rompu dans les 45 premiers jours, il y aura également un dispositif visant à réduire cette participation forfaitaire à hauteur de 750 € à un montant moindre. Et sachant que la manière dont ça va se passer très concrètement, c'est qu'en fait, le CFA adressera une facture à l'entreprise pour le paiement de cette participation forfaitaire. Alors, on va s'intéresser aux conséquences justement pour les entreprises, au-delà des conséquences financières. Quelles sont les conséquences pour les entreprises de cette réforme du financement de l'entreprise ? Tout d'abord, cette participation qui est obligatoire alors qu'elle n'existait pas du tout jusqu'à présent, donc c'est une réelle nouveauté. Et il va aussi y avoir des incidences liées à d'autres éléments apportés au travers de la réforme, qui sont notamment le fait que pour certaines certifications, on va avoir un plafonnement de la prise en charge. Aujourd'hui, pour une certification donnée, le plafonnement de la prise en charge était à 12 000 €. Et ce plafonnement de la prise en charge à 12 000 € n'était prévu que pour les niveaux de qualification 6 et 7. Or, demain, aujourd'hui, il est aussi applicable au niveau 5. Ce qui veut dire que le plafonnement va s'appliquer à davantage de certifications avec un niveau de reste à charge pour les entreprises potentiellement plus important. Également, un autre point intéressant, c'est que les branches et l'État vont avoir la possibilité de financer davantage certaines certifications. De quelle manière ? Alors, les branches au travers d'une modulation, donc elles pourront aller jusqu'à 20% de modulation en plus ou en moins sur la prise en charge de certaines certifications. Donc les entreprises devront être particulièrement vigilantes au fait de savoir si c'est une formation qui bénéficie d'une priorité en matière de financement ou pas. Et les branches, elles vont clairement arbitrer en fonction de l'intérêt et des besoins de la branche professionnelle en question. Et de la même manière, l'État pourra, là où les branches ne l'auront pas fait, venir prévoir des dispositifs de financement spécifiques pour certaines formations sur les métiers d'avenir, sur les métiers en tension, les territoires dans lesquels il est difficile de recruter ou les métiers sur lesquels on a des difficultés à recruter aujourd'hui. On va conclure là-dessus. Merci Audrey Galli d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes off console chez Capstan. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des enjeux de conformité en matière de santé, conformité aux règlements sur l'IA et au RGPD.